Bonjour et à ceux qui nous rejoignent, deuxième partie de cette émission sur Public Sénat avec les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et la presse quotidienne régionale bien sûr qui relaiera cette interview sur ses sites internet ce matin avec TV5 Monde également. L'invité politique ce matin c'est Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires et pour vous interroger à mes côtés Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat, bonjour Marcelo, et Pascal Jalabert du groupe EBRA, 9 journaux de la presse quotidienne régionale représentés sur ce plateau. Vous dirigez le bureau parisien du groupe EBRA. Pierre Moscovici, après une semaine d'errance, les migrants de l'Aquarius ont débarqué à Valence. Comment jugez-vous, vous, les décisions de l'Italie de ne pas laisser ce navire accoster et qui, depuis, a fermé ses portes à 2 nouveaux bateaux ONG ? Je ne suis pas un spécialiste du droit maritime et donc je ne vais pas juger la légitimité juridique de ces décisions. Mais je vois qu'il y a assurément une volonté politique qui est la marque du nouveau gouvernement et notamment du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Salvini, qui est de dire au fond, voilà... Ça vous inquiète ? Ce n'est plus un territoire hospitalier pour l'immigration, alors qu'il faut reconnaître que c'est vrai, l'Italie a été laissée beaucoup en première ligne de front d'une crise migratoire et s'est sentie privée de solidarité. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir de jugements exagérément moraux ou politiques, même si l'Europe est humaniste ou elle n'est pas, même si l'Europe est solidaire ou elle n'est pas, il faut avant tout avoir une réaction politique. C'est se demander comment justement réintroduire de la solidarité dans nos politiques migratoires. Comment construire une vraie politique migratoire européenne. Parce que ce type d'incident est humainement insupportable. Qu'est-ce que vous interpelle vraiment le sens de l'humanité, de l'humain qui est en nous. Et politiquement, c'est dangereux si on laisse comme ça, petit à petit, se réintroduire le nationalisme et se fermer nos frontières. Nos frontières à l'égard de ceux qui viennent chez nous, mais nos frontières entre nous aussi. Alors, la France a annoncé qu'elle étudierait au cas par cas certains des dossiers des migrants qui ont débarqué en Espagne, de l'Aquarius. Est-ce que vous diriez que la France pourrait être plus généreuse ? Vous êtes un socialiste, il y a une tradition française, est-ce que vous la revendiquez ? J'ai une sensibilité particulière là-dessus. Moi-même, je suis le fils d'un homme qui est arrivé en France comme réfugié et qui n'était pas français quand je suis né. Je pense que la France est un grand pays qui a une tradition d'accueil et qui doit s'enorgueillir de la conserver. Et il faut simultanément garder aussi le sens de la fermeté nécessaire. Et Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, avait une bonne formule. Il disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais voilà, il y a une deuxième partie de la phrase. Et je pense que c'est quelque chose qui doit rester dans la tradition française. Moi, je me réjouis que la France puisse accueillir des migrants venant de ce bateau. La France n'a pas accueilli l'Aquarius lui-même, mais qu'il y ait... Il a beaucoup tardé avant de réagir. Mais qu'il y ait, de la part de la France, une volonté de prendre sa part. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie question. C'est comment est-ce qu'on parvient à avoir une politique d'asile qui soit commune, ne pas laisser le régime de Dublin, qui est aujourd'hui obsolète, fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, laissant certains pays en première ligne et d'autres pouvant rester un peu en dedans de la main. Et donc, comment parvenir à avoir une politique qui permette aussi d'accueillir de manière répartie les migrants qui viendront de toute façon sur notre sol. Et puis, deuxième chose, comment créer une vraie politique européenne d'asile et de migration, d'accueil des migrants, dans le budget pluriannuel de l'Union européenne que la Commission a proposé pour les années 2020-2027, nous proposons de multiplier par 2 le budget d'accueil pour les migrants, le porter cette politique à 34 milliards d'euros. À l'évidence, on voit là qu'il y a un besoin d'Europe. Vous savez, pour ceux qui disent l'Europe est le problème, non, l'Europe est la solution à condition d'être capable de définir des politiques communes qui soient à la fois fermes et solidaires. Les 2 mots doivent aller ensemble. Pascal Jalabert. Oui, c'est bien beau de vouloir faire une politique commune européenne, mais on a l'impression que ce sont, entre guillemets, les partis durs, ceux qui ne veulent pas des migrants, qui gagnent partout en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, maintenant en Italie. Donc, comment on fait si les États ne veulent pas ? Mais interrogeons-nous sur pourquoi ils gagnent. Je crois qu'ils gagnent pour 2 raisons. D'abord parce que l'Europe sort d'une crise économique, elle en est sortie. Aujourd'hui, la situation économique de l'Europe est bien meilleure.
Mais il y a des dégâts de la crise. Ces dégâts, ce sont des inégalités. Si vous prenez l'exemple de l'Italie, vous voyez un pays où il y a toujours une fracture entre le nord et le sud, qui s'est probablement accrue, où la jeunesse se sent laissée de côté. Et de surcroît, et c'est la deuxième raison, est arrivée là, la crise migratoire, qui précisément a touché les pays les plus fragiles. Mais pourquoi voter pour ces partis nationalistes? Est-ce que ça incite à avoir moins d'Europe, ou est-ce que ça incite à dire c'est parce que la réponse, c'est parce que le résultat européen n'a pas été à la hauteur, mais nous avons au contraire besoin d'Europe? La vraie réponse à la crise migratoire en Italie, c'est que l'Italie sente qu'elle peut compter sur la solidarité de ses partenaires, de ses amis, et qu'on soit capable de mettre en place une politique commune. Si on interprète le résultat de ces élections comme une volonté de fermer les frontières partout, de refouler partout, de créer une Europe forteresse, alors on va directement dans le mur, parce que ça ne marchera pas, ce sera contraire à nos valeurs, ce sera contraire à nos intérêts, ce ne sera pas sûr, ça créera des drames avec ces migrants qui mourront dans la Méditerranée, parce que ce que ce bateau a fait, l'Aquarius, s'il n'était pas là, si ces ONG n'étaient pas là, on aurait probablement eu des pertes humaines encore plus importantes. Il y a des milliers de migrants qui meurent chaque année en Méditerranée, qui sont la victime de modernes négriers ou esclavagistes. Et ce n'est pas cela qu'il faut promouvoir, au contraire, c'est ce qu'il faut combattre. Pascal Jalabert, on a vu derrière Pierre Moscovici tout à l'heure les pages, notamment des dernières nouvelles d'Alsace que vous consacrez à ce sujet aujourd'hui. Oui. Marcelo Westphred. Alors, il y a un sommet franco-allemand mardi très important, dans lequel, qui va être un peu éclipsé par ces questions migratoires, mais l'autre sujet va être la refonte du budget de la zone euro. Macron s'est battu pour ça. Angela Merkel a un peu freiné là-dessus. Finalement, on se dirige vers un budget qui ne sera pas de plusieurs centaines de milliards, mais plutôt de quelques dizaines de milliards. Est-ce que c'est insuffisant? Alors, d'abord, prenons quand même la mesure de ce qui se passe dans les 15 jours qui viennent. Nous entrons dans 2 semaines qui seront peut-être décisives pour l'histoire de l'Europe. Il y a d'abord, à la fin de la semaine, jeudi 21 et vendredi 22, une réunion de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, les ministres des Finances de la zone euro. Mais je préfère prendre les choses chronologiquement parce que c'est très important de saisir les enjeux. Qui doit décider de la sortie de la Grèce du programme d'assistance et d'aide dont elle bénéficie depuis 10 ans. Ce sera la fin officielle de la crise économique et ce sera pour le peuple grec une bouffée d'oxygène. Ce sera l'entrée de la Grèce, j'allais dire, dans un statut normal au sein de la zone euro. Moi, je me suis... parce que la croissance est revenue, mais la dette a explosé. Elle est à 178% du PIB. C'est la raison pour laquelle les ministres des Finances, la Commission européenne, que je représente dans ces discussions, doit absolument, à la fin de la semaine, jeudi 21, décider d'un paquet de mesures d'allègement de la dette grecque qui soit significative. Il ne s'agit pas de l'effacer. Personne n'en veut l'effacer. Il n'y a pas de volonté de la part des États qui sont créditeurs d'effacer la dette, parce qu'au fond, ce seraient nos concitoyens qui seraient lésés. Non, mais il faut alléger la charge de la dette. Alors, il y a toute une série de mesures techniques qu'on peut prendre en la matière. Il faut les prendre. Et si on le fait, alors oui, on verra cette sortie de la Grèce de son programme, et ce sera un moment symbolique très important, politique pour l'Europe, et ce sera aussi le passage du témoin vers la deuxième échéance, qui est la semaine prochaine, qui est un Conseil européen, le 28 et 29 juin, qui traitera à la fois des migrations, du budget de l'Union européenne, et de la réforme de la zone euro. Et là, il ne faut pas se louper. Et c'est la raison pour laquelle cette réunion demain est très importante. D'ailleurs, vous aurez noté qu'il participe aussi le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, parce que c'est la manifestation du fait que pour que l'Europe avance, il faut que Paris, Berlin, Bruxelles soient alignés. Moi, je partage les propositions d'Emmanuel Macron sur un budget de la zone euro pour l'avenir qui soit très ambitieux et qui permette de réduire les divergences au sein de l'Europe. Parce que le vrai problème, c'est la montée des inégalités. Ce ne sera pas le cas. Alors, ce ne sera pas le cas, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a un début de consensus, qui j'espère se manifestera demain, entre la position française, très ambitieuse, la position allemande, à la base très prudente, la position de la Commission européenne, également très volontariste, pour qu'il y ait, pour la première fois, la création d'un budget de la zone euro. Certains diront ce n'est pas assez, d'autres diront c'est trop. Moi, j'y vois plutôt
une graine qu'on sème, et il faudra ensuite l'arroser pour que la plante devienne superbe. Je suis plutôt pour voir, c'est mon tempérament, le verre à moitié plein. Encore faut-il que tout de même il y ait des fonctions qui soient assumées, ce qu'on appelle la fonction de stabilisation, comment est-ce qu'on résiste à un choc extérieur, et aussi qu'on soit capable de traiter les problèmes de divergence à l'intérieur de la zone euro. Si ce budget voit le jour, même s'il n'a pas le volume ou le montant attendu ou nécessaire, ce sera tout de même quelque chose de très important, car ce sera la première fois. À propos de budget, vous avez parlé de celui de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Il va être élaboré prochainement. Or, vous l'avez dit, on va tripler les budgets sur l'immigration. On veut aussi augmenter les budgets de la défense, les budgets Erasmus qui permettent aux étudiants de changer d'un pays à l'autre. Donc, il va falloir rogner. Et les agriculteurs français sont très inquiets puisque c'est à l'agriculture qu'on devrait s'attaquer. Alors comment faire ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a besoin à la fois de défendre les politiques traditionnelles de l'Union européenne, mais elles sont traditionnelles, mais elles ne sont pas des politiques du passé. Il y a la politique agricole commune, il y a la politique de cohésion, la politique qui permet d'avoir des fonds structurels dans toutes les régions françaises. C'est la grande politique d'aménagement du territoire encouragée par l'Europe. Et ça, ce sont les politiques traditionnelles. Et puis, il faut des politiques d'aujourd'hui. Les politiques d'aujourd'hui, c'est répondre ensemble au phénomène migratoire, c'est permettre à la jeunesse, et on double aussi le budget d'Erasmus, c'est d'encourager la recherche et le développement, c'est de permettre à l'Europe de se défendre. Et on voit que dans le monde où nous vivons, donc si on met ces deux politiques côte à côte, première réflexion, si on veut être à la hauteur, il faut monter le niveau d'ambition du budget européen. On ne peut pas se contenter du niveau de 1% qui était celui du passé. C'est pour ça que la Commission propose de monter à 1,11%. Ensuite, il faut être capable de réformer les politiques. On ne doit pas rester dans le statu quo, mais tout en défendant leur pertinence. Et je comprends que la France fasse de la politique agricole commune une priorité. Ce qu'il faut que les agriculteurs comprennent, c'est que nous n'en sommes pas du tout à la fin de l'histoire. La proposition de la Commission, c'est le début. Il y aura ensuite une discussion au Conseil des ministres de l'Agriculture, et Conseil budgétaire, et puis ce seront les chefs d'État et de gouvernement qui prendront la décision à la fin. Donc c'est un processus qui peut durer encore quelques temps. Aura-t-il un débouché avant les élections européennes ou après? Je ne saurais le dire. Justement, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, est notre invité ce matin. Vous parliez des élections européennes. Est-ce que tout cela aura un impact sur ces élections? Est-ce que vous ne craignez pas que les populismes aient un boulevard devant eux? Mais bien sûr, ça aura un impact. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience du moment dans lequel nous sommes. J'ai dit la crise économique est finie, et je le maintiens. Nous sommes maintenant sur un régime de croissance qui est solide. Nos économies recommencent à créer des centaines de milliers, des millions d'emplois si on consolide à l'échelle du continent. Les finances publiques sont assainies. Regardez ça celle de la France. Ça semble pas être suffisant si on voit la montée des populismes. Parce que nous sommes passés de la crise économique à une crise politique. Cette crise politique, elle est là. Et il faut l'affronter avec conscience. Conscience que nous vivons un moment grave. Quand nous voyons des populistes ou des nationalistes revenir sur beaucoup de pays du continent, quand nous voyons les ministres autrichiens, italiens et allemands parler d'un axe contre l'immigration. Mais l'axe, vous savez, les mots ont un sens. Mais les puissances de l'axe. Je crois qu'il faut quand même être conscient que nous vivons un moment dangereux pour l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, oui, il y aura sans aucun doute une percée populiste, et il faudra du coup que les pro-européens soient extrêmement mobilisés, extrêmement actifs, extrêmement forts, qu'on ait des idées nouvelles pour l'Europe. Parce que si on se contente du statu quo, si on fait, comme on dit en anglais, le business as usual, comme d'habitude, les idées de qui? Ça ne marchera pas. Mais il faut que les forces de droite, les forces de gauche, les forces du centre, qui sont favorables à l'Europe, franchement, décident de passer la surmultiplier. Et des solutions. On parlait de la migration. La solution est européenne. On parle du changement climatique. La solution est européenne. Quand on discute avec Trump, la réponse est européenne. Et tous ces défis-là nous appellent à avoir une Europe mieux construite, plus ambitieuse, plus forte. Et il faut être conscient qu'on aura un Parlement européen beaucoup plus compliqué la prochaine fois. Non pas dominé par les populistes, ça je ne le crois pas, mais où la majorité ne sera plus détenue par deux partis, les conservateurs et les socialistes, où il faudra une base, une plateforme européenne beaucoup plus ambitieuse et diverse. Pierre Moscovici, soyons très concrets justement dans ce paysage-là. Votre parti, en tout cas son premier secrétaire, a dit qu'il excluait d'y aller. Donc revient une option, vous l'entendez, c'est celle d'une candidature de la vôtre.
Mais, vous savez, on parle depuis le début de notre entretien de sujets qui sont des sujets quand même d'une extraordinaire gravité. Il ne faut pas faire comme si nous étions dans un moment banal. C'est pas une crise européenne parmi d'autres. C'est vraiment le nationalisme qui monte partout. Et donc, il faut aborder cette période avec la conscience, de la gravité du moment. La conscience pour les sociodémocrates de leur déclin historique. Mais vous l'avez, vous. La conscience du besoin de refondation intellectuelle. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que moi, je refuse totalement, mais alors totalement, de me mettre dans une petite tambouille, une petite cuisine où on lance des noms en pâture pour les critiquer ou pour les approuver. Mon sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la Grèce sorte de son programme. Mon sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la zone euro connaisse une vraie réforme. Mon sujet aujourd'hui, c'est qu'on ait un budget de l'Union européenne qui permette de réduire les inégalités. Et ce que je voudrais du Parti socialiste comme des autres partis, c'est qu'avant de discuter des candidatures, avant de discuter des personnes, on discute enfin du fond. Et le fond, quel est-il pour moi? Moi, je suis un social-démocrate. Je ne me positionne pas dans la vie d'un parti parce que tous les jours, honnêtement, c'est pas ce que je fais. Je consacre très peu de temps à ça. Mon job, c'est d'être commissaire européen. Mais aux sociodémocrates, je dirais, soyez ce que vous avez toujours été. C'est-à-dire des pro-européens de gauche. Un parti social-démocrate ou socialiste qui n'est pas pro-européen est un parti qui n'est pas digne de son histoire. Vous avez vu que le Parti socialiste a confié le chantier de l'Europe à deux personnalités issues de l'aile gauche du Parti socialiste, Emmanuel Morel en l'occurrence. Franchement, le Parti socialiste fait ce qu'il veut. Ça n'est pas mon affaire. Ce que je souhaite, c'est qu'au final, il y ait, encore une fois, des forces pro-européennes de droite, de gauche et du centre dans mon pays. Et je dis de droite, de gauche et du centre, ça veut dire que je ne comprendrais pas qu'en France, on n'ait pas une formation de gauche qui soit capable de brandir avec fierté le drapeau européen, de dire nos solutions sont européennes, de faire aussi... S'ils viennent vous chercher, vous ne direz pas non. Mais je viens de vous dire que ça n'était vraiment pas, mais alors pas du tout le sujet du jour. Et si j'ai envie de dire une chose, pour ce qui est de ceux qui parlent de ma candidature, franchement, laissez-moi tranquille, c'est pas mon sujet du moment. Pascal Jalabert. Justement, ne faut-il pas faire à ce compte-là front contre front? C'est-à-dire que une alliance des sociodémocrates, des démocrates sociaux, de la droite progressiste contre tous ceux qui ne veulent pas de l'Europe. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Est-ce que dans tous les pays, il ne faut pas dire écoutez, voilà, nous on est les pro-européens, on est ensemble, on fait bloc face aux dangers nationalistes? Vous savez, on a une histoire qui raconte ça. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1992, au moment du traité de Maastricht, il y avait eu les fameuses tribunes de Maastricht, où tous les leaders étaient venus ensemble sur les mêmes tribunes, Giscard, Chirac, etc. Ils avaient fait front commun. Et à ce moment-là, le Front National, et Philippe de Villiers et quelques autres avaient dit « c'est l'UMPS ». Voilà. Et je pense que si on n'est pas capable de voir qu'il y a des pro-européens de droite, de gauche et du centre, mais distincts, qui chacun parle à un électorat, qui chacun ont un patrimoine commun. Ce patrimoine commun, c'est l'Europe, mais qui ont aussi des différences de sensibilité. Alors, on ne ratisse pas large. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ce qui est très important, c'est que dans le prochain Parlement européen, et je ne parle pas seulement de la France, il y ait, encore une fois, une force conservatrice, elle s'appelle le PPE, mais pro-européenne, plutôt Merkel-Corban. Oui. Qu'il y ait une force libérale et centriste, on verra quelle sera sa forme, qui, elle, est l'Europe à cœur, et que les sociodémocrates demeurent une force puissante. Et c'est autour des pro-européens que l'Europe sera gouvernée demain. Ce sont les pro-européens qui doivent combattre les populistes, mais il est aussi logique qu'il y ait des différences entre eux. Vous voyez, moi je suis un social-démocrate, un pro-européen, et je ne me confonds pas avec d'autres pro-européens. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand étaient également pro-européens l'un et l'autre, ils ne faisaient pas liste commune. Donc il est logique qu'il y ait des distinctions, mais la distinction, c'est pas la guerre. Et il faut garder ce patrimoine commun qui est l'Europe, la construire ensemble. Un petit mot sur l'actualité de la matinée. Tous les partis de gouvernement sont vraiment en tension sur ce sujet-là et les partis des Républicains se déchirent ce matin puisque Laurent Wauquiez évince de la direction Virginie Calmels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ce qui est du débat entre Wauquiez et Calmels, rien. Mais qu'est-ce que ça traduit de quoi ? Mais il y a quand même une chose que je pense, vraiment. J'ai dit qu'il fallait des pro-européens de droite, de gauche et du centre. J'ai parlé de la gauche, parce que c'est ma famille social-démocrate, mais ça vaut aussi pour la droite. Si Laurent Wauquiez confond sa formation politique avec le Front National, si ses positions ne sont pas les positions pro-européennes,
alors lui aussi perdra la partie historique. Et ce sera, je pense, mauvais pour la droite en France. Encore une fois, on a besoin d'équilibre politique. Et dans l'équilibre politique français, il y a aussi une force de droite pro-européenne. Si Laurent Wauquiez ne le comprend pas, alors il sera le fossoyeur de cette force. Et il ouvrira, lui aussi, la porte au nationalisme. Pierre Moscovici, vous êtes l'ancien ministre de l'économie, nul ne l'ignore. L'ex-PDG de Carrefour, qui s'est vu attribuer des primes de départ exorbitantes. Est-ce que ça vous choque ? Oui. J'avais eu l'occasion, quand j'étais moi-même ministre de l'économie et des finances, à plusieurs reprises, d'appeler à ce que j'appelais à l'époque une autorégulation exigeante de la part du patronat. Il faut comprendre, on parle des inégalités depuis le début de cette émission. Alors que l'entreprise va mal. Oui, c'est insupportable. Je le dis avec... j'ai de la sympathie pour M. Passage, je le connais. C'est un chef d'entreprise qui a beaucoup apporté son entreprise, mais il faut que ceux qui dirigent ces entreprises soient conscients qu'il n'est pas possible, quand on ferme des magasins ou quand on a des plans sociaux, de partir avec des retraites super dorées. C'est juste pas possible. Et donc, ça s'appelle simplement de la décence. Mais il faut aussi, sans doute, qu'il y ait des règles. Alors, soit ces règles seront définies par les patrons eux-mêmes, soit il faudra le moment venu les imposer. Merci Pierre Moscovici. Félicitations, vous êtes un jeune papa, vos nuits sont courtes. Merci d'avoir été très court. J'ai eu du mal à me réveiller, mais c'est mon retour. Est-ce que la maman va bien ? La maman va formidablement bien et mon fils Joseph est la merveille du monde. Merci Pierre Moscovici d'avoir été notre invité. Merci Marcelo Westfred et Pascal Jalabert. On passe au débrief de vos propos dans un instant. A tout de suite. Voilà, font leurs entrées Michel Richard qui était là dans la première partie de cette émission, éditorialiste au Point et au Midi Libre. Rebonjour Michel et bonjour Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'Opinion. Merci d'être avec nous ce matin. On démarre avec l'Italie tout de suite, ce qu'a dit Pierre Moscovici. Je commence par vous, Olivier Auguste. Il faut doubler le budget européen pour l'accueil des migrants. En tout cas, la solution ne peut être qu'européenne. Évidemment, il n'y a pas d'autres possibilités. D'ailleurs, les migrants en général ne visent pas l'Italie ou la Grèce, sont un point d'entrée pour eux. Et c'est bien tout le problème qu'a eu à affronter l'Italie depuis 3 ans, 4 ans. L'Italie a souffert d'un manque de solidarité de l'Europe. La solidarité de l'Europe, ça peut se traduire par l'accueil des réfugiés, quand ce sont des personnes dont on estime qu'elles ont le droit de rester chez nous. Ça peut aussi se traduire par la protection des frontières. Et on a un organisme qui s'appelle Frontex, mais qui est vraiment lilliputien à l'échelle des besoins. Donc ça pourrait être aussi un renforcement de Frontex, par exemple. Il y a plein de modalités et de façons de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a été très peu loin dans tout ça au cours des dernières années. Et c'est ce qui explique la colère et la révolte des Italiens et qui a donné lieu aux résultats qu'on sait aux dernières élections. Alors on avait Pierre Moscovici il y a quelques minutes sur ce plateau, Michel Richard. Vous avez vu qu'il a évité de trop taper sur l'Italie, hein. Absolument, c'est même frappant, cette espèce d'équanimité qu'il a manifestée. Il ne tape pas trop contre l'Italie, parce que c'est difficile de taper contre l'Italie, sauf à être alors d'un cynisme absolu ou d'un manichéisme absolu. C'est difficile. Il ne tape pas, vous l'avez remarqué, contre Macron, parce qu'après tout, la politique française, et notamment le retard à l'allumage un peu qu'il y a eu à l'affaire de l'Aquarius, aurait pu donner à commentaire, prêter à commentaire. Il est là aussi extrêmement... Ce sont des problèmes incroyablement complexes, bien entendu, et il est évident, parce que ça, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, que face à ce phénomène migratoire, l'Europe est très insuffisante et qu'elle s'est déchargé, comme ça, sans le dire, sur des pays qui, simplement, géographiquement, avaient le malheur d'être plus proches des côtes libyennes que d'autres. Avec un impact important, il l'a souligné, sans doute sur les élections européennes, Olivier Auguste. On a essayé de lui faire dire qu'il pourrait être le candidat, puisqu'il avait un certain nombre de solutions, qu'il a égrenées, d'ailleurs, tout au long de l'interview politique. En fait, pour l'instant, il veut se concentrer sur les problèmes liés à son mandat de commissaire européen et ne pas rentrer dans le petit jeu politicien des partis. Visiblement, c'est pas le moment et il ne dira rien maintenant. Ça ne veut pas dire que ça lui trotte pas dans un coin de tête, mais effectivement, d'abord, il y a une forme d'essence. Il y a effectivement encore 1 an quasiment de mandat devant nous et il y a suffisamment de problèmes pour
se concentrer dessus. Vous avez évoqué notamment le cas de la Grèce, il y a les cas des migrants aussi. Et puis il y a quand même une deuxième question qui a été effleurée également pendant l'interview, c'est que s'il devait incarner la tête de liste du Parti socialiste pour ces élections, Pierre Moscovici, il faudrait être sûr qu'il a derrière lui un parti qui est sur la ligne pro-européenne qu'il défend. Il y a quand même une diversité de situations, alors on va peut-être en parler dans un instant, mais qui se retrouvent aussi et qui créent des problèmes chez les Républicains, mais qui existent aussi au sein du Parti socialiste. Entre quelqu'un comme Emmanuel Morel qui est plutôt dans une tendance protectionniste très à gauche du PS et puis Pierre Moscovici, il y a un champ quand même assez large et des positions pas toujours très cohérentes. Et des positions pas toujours très cohérentes, non plus à droite, non, Michel Richard. Certainement. Juste pour en finir, si j'ose dire, avec Pierre Moscovici, pour l'instant, il dit ça n'est pas mon problème. Pour l'instant, vous avez vu, bien sûr. Chaque fois, les gens interrogés sur leur avenir disent pour l'instant. Bon, maintenant, c'était pas un non non plus, effectivement. C'était pas un non plus. Maintenant, il est évident qu'on voit mal Moscovici être le candidat d'un parti qui est ce qu'il est, c'est-à-dire un parti lilliputien, rétréci. Et, comme vous venez de le dire, en effet, divisé en lui-même. Alors non seulement il pèse peu, mais le peu qu'il pèse est lui-même déchiré. Donc non. Alors, et à droite, on a vu que Virginie Calmels avait été limogée, la vice-présidente de LR, par Laurent Wauquiez, sur des questions similaires. Bien sûr. Question d'identité et par conséquent, c'est le nationalisme, c'est l'immigration, c'est le terrorisme. Donc c'est vraiment sur ces questions dures que s'est fait le divorce entre les deux. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il faut penser de l'avenir politique de Virginie Calmels, qui a quand même peu de troupes derrière elle, même si beaucoup de gens au sein des Républicains ont un peu cette sensibilité, disons, juppéiste. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Laurent Wauquiez a peut-être coupé la branche qui faisait tâche, si je peux me permettre cette expression bizarroïde, mais pas complètement à son avantage pour l'instant. C'est votre avis ? Oui, enfin, il y a forcément aussi des questions de personnes derrière tout ça et d'ambition des uns et des autres. Mais effectivement, l'une des grosses lignes de fracture au sein de LR et en l'occurrence entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels, c'est l'Europe. La question ne se pose ou ne se posait pas que avec Virginie Calmels. On a ce matin dans l'opinion une grande interview de Valérie Pécresse sur sa vision, son projet pour l'Europe et elle se démarque très clairement des positions de Laurent Wauquiez. Elle le fait à peine 10 jours d'une grande réunion interne aux Républicains où ils doivent fixer leur ligne sur le sujet. Donc on voit bien que effectivement dans ce camp-là aussi c'est un sujet très compliqué à traiter et loin d'être résolu avec effectivement malgré tout une toute petite avance entre guillemets pour les Républicains par rapport au Parti socialiste qui est que le fait qu'ils existent un petit peu plus dans l'opposition que le PS. Donc on lira Valérie Pécresse dans l'opinion aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'opinion, et Michel Richard, éditorialiste au Point et au Midi Libre. On passe au Zap Monde, ce qui s'est passé cette nuit dans le monde par notre partenaire TV5 Monde. On le regarde ensemble, on se retrouve après. À tout de suite. Au milieu de ses partisans, Ivan Duque savoure quelques instants sa large victoire. Puis il fait une première annonce retentissante. Cette paix dont nous avons rêvé, qui demande des rectifications, aura des rectifications pour que les victimes soient au centre du processus, pour garantir la vérité, la justice, la réparation et non la répétition. C'était l'une de ses principales promesses de campagne. Réformer l'accord signé avec l'ex-guérilla FARC fin 2016 et sanctionner ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité. Une semaine d'errance à la recherche d'un havre de paix en Europe. Et ce dimanche, la délivrance enfin pour les 630 migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée il y a une semaine au large de la Libye. Lorsque la première personne est descendue du bateau, c'était un moment extrêmement fort. C'était un jeune homme qu'on avait beaucoup côtoyé à bord, qui est descendu en larmes, qui nous serrait dans les bras en nous remerciant, en nous disant merci d'avoir sauvé notre vie. Et donc le moment où il a passé la passerelle et il a posé son premier pas en Espagne était extrêmement fort pour nous tous. Un grand soulagement
qu'ils aient pu atteindre la sécurité ici en Espagne. Bienvenue à Annecy dans les Alpes françaises. Annecy, son lac, ses montagnes et son festival d'animation. Festival créé en 1942, il s'est terminé ce samedi soir et c'est un franco-belge qui a remporté le cristal du long métrage. Il s'agit de Denis Do pour son film Funan. Tu crois qu'il tiendra le coup? On est ensemble, ça ira. Le combat d'une jeune Cambodgienne durant la révolution Khmer Rouge en 1975. Elle tente de retrouver son fils de 4 ans enlevé par le régime. Une vieille femme et un môme de 3 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans cette folie? Moi, à mon sens, c'est pas un film politique, c'est un film qui parle d'humain en fait. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.